Balaï Bessala, bonsoir. Bonsoir, bienvenue dans l'arène à nouveau. Merci beaucoup, toujours ravi d'être ici et devant aux millions de téléspectateurs. Je vous ai vu prendre beaucoup de notes. Est-ce que ça augure des faiblesses dans le raisonnement que vous auriez noté de la part de Diokam Tchameni? En tout cas, vous avez la parole pour les 30 prochaines minutes. En fait, vous êtes coutumier de ma méthode. Je ne viens jamais sur un de vos plateaux avec des a priori. Donc, tout se construit toujours sur le plateau. J'écoute l'invité pendant qu'il est cuisiné par mes heureux confrères qui ont eu justement ce bonheur de l'avoir en face. Et puis, je me fais quelques petites idées et ce ne sont que des pistes qui me permettront de bâtir quelque chose avec lui. Pour les téléspectateurs, je voudrais indiquer que quand vous dites confrère, ce n'est pas un lapsus. Vous avez été journaliste à Radio Campus notamment. Oui, voilà. Je suis encore dans une consultant maintenant. Voilà. Donc bonsoir monsieur Monsieur Bessala, bonsoir. Oui, très ravi, je vous ai écouté, vous avez un très bon discours et je crois que c'est un très bon profil politique. J'apprécie aussi votre beaux élans de scientifique. C'est une grande fierté pour le Cameroun de vous avoir. Mais ce n'est pas ça le lieu de débat d'aujourd'hui. Nous allons parler de la politique et de ce qui nous intéresse principalement aujourd'hui. Alors, je voudrais comme cela, tout de go, ma méthode est tout à fait simple. Je pose des questions assez tranchées, vous répondez, et je sais que comme vous êtes un féru de la science, certainement vos réponses seront les plus précises. On aura quelques couloirs qu'on va arpenter et puis on trouvera certainement avec nos téléspectateurs le fond de votre pensée. Je suis à votre écoute. D'accord. Alors, tout de go comme cela, je vous pose la question, est-ce qu'un chef, il est respecté à l'Ouest, il ne l'est pas? Je pense qu'un chef qui est légitime est respecté partout dans le monde. Il y a donc des chefs illégitimes à l'Ouest? Il y a des chefs qui sont illégitimes en effet. Qui ne méritent pas de respect quand même. Si vous êtes illégitime, vous n'allez pas avoir de la part des gens que vous gouvernez le consentement nécessaire pour gouverner sans la force. Vous pouvez en citer d'illégitimes à l'Ouest? Je ne suis pas... C'est mes grands-parents qui sont nés à l'Ouest. Je ne suis pas très connaisseur de l'Ouest. Donc je ne peux pas citer des noms. La réunion de Douala, avec le communiqué dont on a parlé tout à l'heure, elle avait été déclarée? La réunion de Douala, que vous avez convoquée à Douala, la première réunion. J'ai invité des gens à manger chez moi. Peu importe, monsieur le préfet. Quand même. Je demande si elle a mon été... domicile privé. Non, je demande si elle a été déclarée. Ma question est... Non, elle n'a pas été. Voilà. Bien sûr. Vous avez été inquiété? Vous avez été inquiété? Absolument pas. Voilà, c'était dans votre domicile privé. Absolument. Voilà. La réunion de Bamenjou, elle a fait l'objet d'une déclaration? D'après ce que le préfet dit, non. Non, pas d'après ce que le préfet dit. Vous étiez de ceux qui étaient dans cette réunion et vous nous avez fait d'ailleurs une confidence que Sa Majesté aurait appelé. Moi, je préfère parler au conditionnel. Aurait appelé le commissaire spécial et le commandant de brigade. Oui. Donc ça veut dire que vous avez suffisamment d'éléments pour pouvoir nous dire au moins si la réunion était déclarée. Non, le préfet dit qu'elle n'a pas été déclarée. Et vous dites quoi? Moi, je dis qu'elle n'avait même pas besoin d'être déclarée. Est-ce qu'elle a été déclarée ou pas? Moi, je pense que non et qu'il n'y avait pas de raison qu'elle soit déclarée. Elle n'a pas été déclarée. Oui, c'est une visite. Vous connaissez le statut d'une chefferie? Le statut juridique d'une chefferie? Nous n'allions pas visiter la chefferie. Bon, vous avez bien dit tout à l'heure que chez vous à Douala, c'était dans votre domicile privé. Okay? Absolument. Vous comprenez pourquoi vous n'avez pas été inquiété? La chefferie est un lieu public, c'est-à-dire le lieu du trône. Là où le chef s'assied et reçoit ses notables pour parler des questions de la chefferie et de son royaume, puisqu'il s'agit d'un roi. C'est un lieu public. Écoutez. Alors, vous comprenez qu'il y a un problème à ce niveau-là. C'est le premier élément. Non, je ne pense pas. Je pense que le chef habite dans la chefferie et a des appartements privés dans la chefferie. Très bien. Et vous n'allez pas entrer dans la chambre de la reine sous prétexte que c'est un lieu public quand même. Très bien. Il habite quelque part, ce monsieur. Voilà, donc il y a dans la chefferie comme institution des endroits qui sont publics et des endroits qui sont privés. Il vous a donc reçu dans un endroit qui est privé? Vous êtes allé à la chefferie de Bamenjou, ça a plusieurs niveaux. Hein. Il nous a reçus dans ce que moi je pense être ses appartements privés. C'était une visite. C'était une visite. Bon, vous êtes un homme public ou alors un kidam de la République? J'ai beaucoup de respect pour les kidam. Non, quand je dis kidam, vous devez me comprendre. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est pas comme vous. Quelqu'un qui n'est pas... Qui n'a pas votre nom, votre notoriété.
Donc toutes les personnes qui ne s'appellent pas Dieu Kamtchaménian sont des Kidal. Non, alors vous devez comprendre qu'en fait, une réunion publique peut aussi avoir un caractère public parce qu'elle rassemble des hommes publics. Ah, d'accord. Soit parce que c'est un lieu public, la chefferie, la salle du trône, soit parce que vous aussi vous êtes des hommes publics et votre densité à un même endroit peut quand même transformer une réunion en réunion publique. Et ça je le dis vraiment sincèrement, je suis intéressé de comprendre effectivement le cheminement mental de quelqu'un comme vous qui avez eu le privilège d'être dans la préfectorale. D'être dans la préfectorale. C'est-à-dire, expliquez-moi comment ça se passe dans votre tête. Parce que de manière évidente, hein, quand on n'a pas fait les NAM, il y a une façon qu'on n'arrive pas à comprendre. C'est la loi. C'est la loi dit quoi? 055. Il faut juste lire sur les réunions et manifestations publiques. Je n'ai pas besoin de vous l'apprendre, puisqu'en fait, c'est ce que vous pratiquez depuis plus de 30 ans aujourd'hui. Mais justement, donc, les réunions, les manifestations, vous devez la maîtriser au bout des doigts. Bon, sortons de cela. Moi, je pense que nos téléspectateurs, quand je pose des questions, c'est pour qu'ils nous comprennent. Hein. Je sais, mais je voulais également comprendre, parce que c'est important. Hein, je n'ai pas encore eu l'occasion de me retrouver dans une situation avec quelqu'un qui a fait l'ENAM et qui est intelligent comme vous. Non, je ne suis pas intelligent, mais je suis devant vous. Si, vous êtes très intelligent. D'accord. C'est d'ailleurs pour ça que ce corps-là, vous, ça marche pas. Dites-moi une chose. Ça ne marche pas, madame Messala. Dites-moi une chose. Oui, je vois là où il va aller. Alors, pensez-vous rééditer les années 90 au Cameroun dans les 5 prochaines années? Mais non. Moi, je n'ai jamais pensé. Il y a des gens qui sont venus me voir, ils ont demandé, il faut recréer Cap Liberté. Déjà en 1990, je reprochais aux UPCistes de s'accrocher aux 3 vocables UP et C. Je suis sûr que si Ounyobe, Ernest Wandi et Moumbien revenaient aujourd'hui, ils ne recréeraient pas l'UPC. Moi, j'ai posé cette question à la suite de ce que le confrère a posé comme interrogation, c'est-à-dire que parmi les invités du C3, il y avait sensiblement à presque 70%, je préfère être modeste, 70% les mêmes acteurs, hein, vos compagnons de toujours dans cette affaire. Je n'ai pas la liste ici. Malheureusement. Du moins les figures de proue. Bon, si vous êtes figure de proue, alors vous êtes figure de proue. Cela veut dire que même s'il y a 100 personnes et que vous y êtes, alors on va parler de vous. C'est-à-dire qu'en termes de figure de proue, on était 50. 30 en présentiel et 20 sur Zoom. Et vous serez d'accord avec moi qu'il n'y avait pas 50 figures de proue. Il n'y en avait même pas 25. Il y avait peut-être 10 figures de proue. C'est-à-dire que des gens dont on connaît le nom. Les 40 autres, parce que personne ne connaît leur nom, bon voilà, on ne les connaît pas. Tout le monde était là. Est-ce que vous leur faites confiance, ces gens-là, que vous avez invités pour cette nouvelle révolution que vous voulez entamer? J'ai justement par rapport à cette attitude-là une position différente de celle qui court les milieux soi-disant du changement. C'est-à-dire qu'on jette la suspicion sur les gens. On dit, oh tel il est proche du pouvoir, oh tel il est manipulé par le pouvoir, etc. Ça n'a absolument aucune importance. Moi, je vais vous expliquer pourquoi. C'est parce que j'ai la solution à ce problème-là. Les tops n'aiment pas la lumière. Donc, si vous créez une organisation qui fonctionne de façon démocratique, de façon ouverte, la top n'a pas de place. Parce que vous ne cachez rien. Donc, quand vous annoncez vos réunions, vous tenez vos réunions, vous faites des résolutions à la fin que vous balancez à la presse. Elle a quoi à dire? Les tops n'aiment pas la lumière, vous dites? Oui. Je serais désolé. Les tops du Cameroun restent plutôt à la lumière. Alors, je vais prendre un cas. Quand je vous ai posé cette question dès le départ, c'était juste pour voir un peu le sens dans lequel vous irez. Je prends Alice Com. Vous êtes pour l'homosexualité ou bien pour autre chose? Non, moi, mes convictions ne m'amèneraient pas à supporter ce genre de pratique. Hein. Non, je n'ai pas demandé si vous pouvez supporter l'homosexualité. J'ai dit si vous êtes pour ou contre. Ça veut dire quoi être pour ou contre? C'est-à-dire, mais quand on dit pour ou contre, ça veut dire que si vous êtes, vous qui voulez entamer une révolution, si vous avez le Cameroun entre vos mains, vous allez faire pour la dépénalisation. Vous allez faire comme au Gabon ou à côté, ou alors vous allez garder le Cameroun tel qu'il est. Vous savez, j'ai une approche un peu différente de ce genre de comportement social. Je ne pense pas que c'est avec la pénalisation qu'on résout un problème comme celui-là. Lui, il a parlé de dépénalisation. D'accord. Pour ou contre. Pour que monsieur, tout le
monde qui nous regarde là comprenne. Parce que la pénalisation, c'est trop intelligent. Je pense que, et je suis un kémite, donc il faut hommes et femmes pour faire des enfants. Donc, vous n'êtes pas pour le marais pour tous. Non, moi je pense que c'est bon pour l'Occident, c'est très très bien pour eux. Ça fait partie de leur culture et ça n'a pas commencé aujourd'hui. C'est depuis le temps des Grecs qu'ils sont comme ça. Autrement dit, vous feriez confiance à quelqu'un qui soutient l'homosexualité? Mais non, écoutez, c'est pas parce que je suis en désaccord avec quelqu'un sur un point que je suis en désaccord avec la personne sur tous les points. Non, je veux dire sur toute cette... Elle a le droit d'avoir... Non, je veux dire sur tout le souffre en fait qui entoure la personne de Madame Alice Combes par rapport aux argents avec l'Union européenne dans le passé, le financement des réseaux homo, ces luttes dans ce sens-là. Est-ce que vous feriez confiance à quelqu'un qui est capable de faire autant de choses pour faire entrer une chose aussi, cette chose, comme a dit le président de la République au Cameroun? Vous feriez confiance à moi, je connais Maître Alice Combes comme quelqu'un qui a été toujours prête à supporter des causes perdu, je dirais ça comme ça. C'est-à-dire que quand nous étions en difficulté ici et qu'on nous traquait et qu'on nous arrêtait, on pouvait compter sur elle et elle ne demandait jamais un radis. Bon, donc j'ai avec elle une relation, je peux dire, de mère, je l'appelle Tata, quoi. Bon, donc on a une excellente relation et je pense que sur une question ou sur une autre, elle a absolument le droit d'avoir une position qui est différente de la mienne. Moi, elle sait que je ne supporte pas l'homosexualité. Étant donné que vous êtes donc mais elle accepte de me recevoir chez elle. Vous ne trouvez pas que votre mère vous a trahi, étant donné que mais non, pas du tout. Cela n'est pas dans vos convictions. Non, pas du tout. Je ne pense pas que parce que quelqu'un a une position différente de la mienne qu'il m'a trahi. Vous êtes Camerounais? Absolument Camerounais. C'est-à-dire que vous n'avez pas de nationalité étrangère? Non, aucune. Jamais. Bon, j'ai porté un passeport diplomatique burkinabé pendant que j'étais en exil de 1991 à 1996. Mais je n'ai jamais pris aucune autre nationalité. Vous savez, vous n'avez pas besoin? Oui, je n'ai aucune autre nationalité, jamais. Vous êtes donc à féliciter. Bon, je ne sais pas, parce que je ne reproche pas à ceux qui ont pris un passeport étranger parce que ça leur permettait d'avoir un job, ça leur permettait d'avoir des opportunités de l'avoir fait. Je crois que les gens doivent le faire. Et quel niveau? Dans mon cas, je n'ai jamais eu besoin de le faire, donc je ne l'ai pas fait. Bien, quel est le niveau d'implication que vous pensez réserver, que vous pensez qu'on peut réserver, on pourrait même réserver à nos frères de la diaspora qui auraient acquis une nationalité étrangère, c'est-à-dire qui ne seraient plus camerounais sur le papier? Oui, moi je trouve que c'est une sottise extrême. Donc, quel est le niveau d'implication politique? Le même que tout Camerounais. C'est-à-dire, j'estime que si quelqu'un est Camerounais et qu'il se tourne vers son pays de naissance ou d'origine, et d'ailleurs, je pense que même si un Gabonais vient, il prend la carte, on lui donne le passeport camerounais, il a le même droit que moi. Donc, vous comprenez. Donc, vous compatissez avec les Hervé comme ce qui lui est arrivé aux dernières élections de 2000. Écoutez, je ne peux pas en même temps me réjouir de ce qu'il y ait des Camerounais qui soient maires, adjoints maires en France, et interdire à ces mêmes Camerounais de venir ici, de perdre leurs droits. C'est quelque chose d'arriéré, il faut qu'on change ça. Vous connaissez vous avez suivi le cas de Mme Lydienne Eyou? Bon, peut-être pas dans les détails, mais globalement, oui. Bref, cette affaire d'argent qu'on avait envoyé récupérer au cas de l'Épervier, une moitié est arrivée au Cameroun, une moitié est restée dans son compte, on l'a embastillée, et puis elle a dit qu'elle était française, la pression de la France, on l'a ramenée en France. Vous vous en souvenez? Je viens de résumer. Oui, tout à fait. Mais le Cameroun n'est pas le seul pays au monde, et dans beaucoup de pays du monde, on accepte la double nationalité, et une fois que quelqu'un a une autre nationalité, il a fait jouer quand c'est à son avantage. Quand je disais donc niveau d'implication... Mais il y a des Camerounais qui sont des voleurs, ils sont là, et on ne fait rien. Niveau d'implication, j'ai souligné le niveau d'implication, c'est-à-dire que est-ce qu'on peut donc faire confiance à quelqu'un qui a perdu la nationalité camerounaise, bien qu'étant né au Cameroun, de gérer, est-ce qu'on peut permettre à cette personne de gérer nos ressources? D'après les informations que j'ai, et je peux absolument me tromper parce que je n'ai pas vu avec les yeux, il y a beaucoup de ministres ici qui ont des Non, je reste d'abord sur ce cas, on en vient. Vous restez seulement sur le cas de qui? Non, je reste d'abord là et on en vient à ce que vous dites. Vous restez où? Sur Mme Lydienne. Sur Mme Lydienne. Oui. Un exemple de compatriote qui aurait acquis une nationalité étrangère et qui aurait géré ou du moins touché à nos devises. Voilà, est-ce qu'on peut vraiment... Moi, je ne pense pas et je ne sais pas
si elle a pris de l'argent ou pas, mais je veux dire ceci, que ce n'est pas parce qu'elle a double nationalité qu'elle a pris de l'argent. Il n'y a pas de double nationalité. Les voleurs sont des voleurs. Hein. Il y a des voleurs qui ont une seule nationalité, il y en a qui ont 2, il y en a qui ont 3. Et si vous êtes un voleur, vous êtes un voleur. Et maintenant, si vous faites usage de votre nationalité pour vous soustraire à la justice dans un autre pays, ça arrive avec beaucoup d'Américains qui viennent commettre des gaffes en Afrique partout et qui se prévalent de leur passeport français ou américain pour se soustraire à la justice. C'est des choses qui arrivent. Vous comprenez donc ce que je disais sur la question des niveaux d'implication. Ces gens de la diaspora, nos frères qui peut-être pour des besoins élémentaires, je ne sais pas trop qu'est-ce qu'ils ont rencontré comme réalité là-bas, ont décidé de devenir américains. Vous avez refusé cela, devenir français, norvégien, ainsi de suite. Vous comprenez la délicatesse de la question de la double nationalité puisqu'il n'en existe pas au Cameroun. Je vais vous dire, je vais prendre l'exemple de ça. Il y a... j'ai fait quelques temps en prison. Et vous savez que quand on est en prison, tout le monde est innocent. L'endroit où il y a les plus grands innocents, c'est en prison. C'est-à-dire que personne n'a rien fait. Bon, et pendant que j'étais en prison, je prends un nom comme ça et je ne veux pas que ceux qui portent ce nom se sentent insultés de quelque manière. Jean, je prends le nom de mon père. Comme ça, personne ne dira que j'ai pris ce nom-là pour insulter quelqu'un. Donc je trouve qu'il y a 5 personnes qui s'appellent Jean et qui ont commis des crimes. Et sur cette base-là, je commence à dire, mais ces gens-là qui s'appellent Jean-là, ils commettent des crimes, hein? Il faut qu'on bannisse le nom Jean dans le pays. Ce n'est pas parce que Madame Lydienne Eyoum aurait commis quelque chose ou aurait usé de sa nationalité pour se soustraire à quelque chose que nous devons condamner, je ne sais pas, les milliers de Camerounais qui sont dans la diaspora. On a aussi connu le cas Michel Thierry à Tangana. Bon, Jean va plus... Mais il a fait 15 ans. Non, on va plutôt rentrer là où vous vouliez qu'on entre. Vous voyez, il y a des ministres qui vont voter à l'ambassade, vous le savez. Ah voilà, je sais que c'est ce que vous attendez. Non, mais c'est ce que je voulais dire. Est-ce qu'on peut aussi leur faire confiance à cela pour qu'ils continuent à diriger notre pays, c'est-à-dire que des Français, des Américains, ministres au Cameroun, un peu de partout dans notre pétrole là. Je pense que oui, on peut faire confiance à n'importe quel individu qui a les conséquences pour occuper une fonction donnée. Ce qui est important, c'est de créer un cadre qui l'empêche, lui, cet individu-là, d'abuser de ses pouvoirs. Donc c'est pour ça que, vous savez, dans mes batailles, j'évite autant que faire se peut de personnaliser, parce qu'en vérité, nous, les individus, on passe les institutions qui restent. Hein. Et si on a des bonnes institutions, elles empêchent certains travers. Évoluons un peu. Je crois que quand j'ai parlé de la question de confiance, je voulais en venir à vous. Okay. Est-ce que vous pensez vraiment qu'on peut vous faire confiance dans le monde politique encore en 2020? Vous, M. Djokam Kameni. On sait qui? C'est-à-dire les gens me font confiance, le peuple qui nous regarde et qui se dit peut-être que M. Kameni peut être le prochain président de Djokam, peut être le prochain président de la République. Il peut vous faire confiance? Je pense que mon passé est suffisamment éloquent pour donner à toute personne qui traite avec moi, de quelque aspect que ce soit, un élément de stabilité. C'est-à-dire que, par exemple, je suis marié depuis 37 ans, donc cela veut dire que je sais garder une relation personnelle. Je suis resté idéologiquement dans le même couloir, je n'ai pas changé, je n'étais jamais dans le RDPC, je suis sorti, après je reviens, je ressors, choses comme ça. Donc je suis resté constant dans ma façon de penser et j'estime que ceux qui regardent et m'observent et dans les affaires, je fais mes affaires, je n'ai pas de dettes impayées, etc., etc. Donc je suis de tous les points de vue quelqu'un qui a fait confiance. J'aime bien la partie de votre déroulé là, que vous disiez tout à l'heure, je ne suis pas entré dans un parti, je suis ressorti, je suis entré dans un autre. Ouais. Et pourtant en 2018, vous avez quand même donné une bonne partie de votre réseau à quelqu'un qui avait fait 2 ou 3 partis entre-temps et qui était candidat à la présidentielle. Non, ce que j'ai fait en 2018, c'est de supporter une coalition présidentielle contre un candidat que j'estime mauvais. C'est l'élément, je pense que... Je ne suis pas entré dans son parti, je n'ai jamais été membre du MSC. Monsieur Tongue, il vous a posé la question avec vos contradicteurs devant. Dire, vous avez avoué, vous l'avez dit, votre carnet d'adresse des présidents
vous l'avez remis partiellement, ou je ne sais pas à quel degré, à M. Kamto pour qu'au moins il puisse pousser la présidentielle. Et vous avez dit d'ailleurs que pour être président en Afrique, il faut connaître des présidents africains. Absolument. Alors, je dis donc, vous, est-ce qu'on peut vous faire confiance du moment où vous-même vous faites confiance à quelqu'un qui n'était pas digne de confiance? Bon, et maintenant c'est vous qui estimez qu'il n'est pas digne de confiance. Non, vous avez dit que vous n'avez pas fait un parti, vous êtes sorti d'un autre, vous êtes entré dans un autre. Celui-là l'a fait. Ça veut dire qu'il n'entrait pas déjà dans votre chaîne de valeur. Non, non, fait plusieurs partis. Et il avait déjà fait d'autres mouvements avant quand même. Bon, moi, il a œuvré en 90, ce n'était pas dans le RDPC. Ouais. L'Union pour le changement. C'était pas dans le RDPC. C'est vous qui l'avez dit, monsieur. Je suis comptable de mes actions et non pas des actions de quelqu'un d'autre. Ah, voilà. Voilà ce que j'ai dit. Vous m'avez demandé si on peut me faire confiance et moi j'ai dit que oui, compte tenu de ma non, j'ai donc posé la question. Ma cohérence. Est-ce qu'on peut faire confiance à quelqu'un qui fait confiance à quelqu'un qui ne mérite pas de confiance? Ah bon, alors c'est compliqué. Vous voyez, c'est compliqué. Donc, je le dis parce que en fait, vous avez dit que pour être président en Afrique, au Cameroun, il faut connaître des présidents. Est-ce que c'est vrai dans l'absolu? Non, pas dans l'absolu. Rien n'est vrai dans l'absolu. Je veux dire que si par exemple, on dirait que pour être président, il faut aller à l'école, mais il y a des gens qui ne sont pas allés à l'école, qui sont devenus présidents, vous voyez. Donc non, c'est une question d'augmenter ses chances. C'est-à-dire que si vous êtes dans une démarche et que vous voulez devenir footballeur, c'est une bonne chose pour vous de connaître les autres footballeurs, surtout des bons footballeurs. Donc c'est tout ce que je dis. Je ne dis pas que c'est absolument indispensable de connaître les présidents pour effectivement en devenir. En fait, il faut avoir son réseau. C'est bon d'avoir un bon réseau et parmi lesquels des présidents de la République, parce qu'ils peuvent vous donner des bons conseils. Parmi lesquels des présidents? Et vous avez cité le Burkinabé. Lequel? Le Burkinabé, l'ancien président burkinabé. Et même le nouveau, oui. Et même le nouveau. Oui. Ah d'accord, ça veut dire que vous êtes aussi peut-être dans leur petite réunion secrète que le petit Camerounais qui aime les écorces au village n'aime pas. C'est-à-dire ce qu'on appelle vulgairement les sectes. Là. Vous en faites partie? Non, je fais partie d'aucune secte. Mais comment vous faites pour être leur ami alors que nous, le petit Camerounais sait qu'on ne devient rien, surtout au Cameroun, si on n'est pas dans ces choses? Bon, je ne suis rien au Cameroun, donc c'est clair que je ne suis pas dedans, quoi. Non, je parle à l'ami des présidents que vous êtes. Je parle à l'ami des présidents. Non, mais ça c'est vrai pour le Cameroun, c'est pas vrai ailleurs. Ailleurs, je connais beaucoup de présidents qui ne sont ni dans la franc-maçonnerie, ni dans la Rose-Croix, ni dans rien du tout. On peut en citer? Vous pouvez nous en citer peut-être en Afrique 2 ou 3? Je vais citer... oui, c'est très pénible. Hein, non, c'est pas pénible. Laissez-moi répondre à votre question. Je vais citer peut-être Alpha Konaré. Moi, je ne pense pas, je ne connais pas qu'il ait de quelque acquaintance que ce soit avec... Vous m'avez demandé... 2 ou 3. Il y a 54 pays en Afrique, M. Djekam. Je ne connais pas les obédiences des 54. Non, l'ami des présidents. C'est qui c'était? L'ami des présidents. Donc au Cameroun, le nôtre aussi y est, puisque vous ne l'avez pas cité. Je pense qu'il a donné beaucoup d'argent à... je ne sais pas comment s'appelle le père de Christian Bernard là. Il y a un moment donné dont il doit avoir... Non, c'était les Rosicruciens. C'était une branche dissidente de la Rose-Croix. Donc forcément il y est. Mais écoute, on ne va pas donner de l'argent à quelque chose dans lequel on n'est pas. Hein. Ah, vous êtes l'ami des présidents et vous n'y êtes pas? Oui, moi je pense que tous les présidents n'y sont pas. Il ne faut pas généraliser. Kaboré, à ma connaissance, je ne sais pas dans quoi il est. Mais pourtant, vous ne l'avez pas cité parmi ceux. Pour comparer, vous êtes affirmatif. Kaboré, vous ne savez pas. Je ne sais pas. C'est pas la question que je leur pose. C'est-à-dire que c'est comme si, moi, quand je m'en vais leur parler, on va parler des questions d'intérêt commun. C'est-à-dire, par exemple, l'Afrique, on va se dire, comment se sortir des mains de ces gens-là avec leur... Mais vous les reconnaissez à quoi? Ceux qui appartiennent aux sociétés secrètes, aux loges... Non, c'est vous qui avez parlé de ça. Honnêtement, je ne sais pas. Je peux, si quelqu'un, dans sa conversation avec moi, a parlé de façon un peu péjorative de ces loges-là, alors je tire la conclusion qu'il n'y est pas. C'est pour ça que je cherchais... Moi, je comprends le raisonnement de M. Comme c'est un scientifique, c'est-à-dire qu'il a procédé par déduction, et même induction, c'est-à-dire qu'il préfère nous dire ceux qui n'y sont pas, qu'il croit qu'ils n'y sont pas, et à nous de déduire que ceux qu'il n'a pas cités, ils sont.
Donc, il n'a cité que le président malien. De Kam Tcham ne va pas encourager l'induction. C'est un raisonnement qui ne va pas encourager. Alors je vais poursuivre avec votre permission, M. Tonguet. Je vais dire, est-ce que vous pensez que M. Cabral Libye et M. Yoshua aussi, vous aurez fait confiance en 2018 vraiment avec votre logiciel, l'application Etrel? Ils avaient de bonnes raisons de vous faire confiance? Mais ça avait déjà marché. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas demander à quelqu'un si la Mercedes ça marche. Non, je pose la question parce que vous aviez déjà une forte proximité avec M. Kamto. Mais non. Bien avant cette élection. Non, pas du tout. Alors, non, pas du tout. Un monsieur qui vient vers nous, un monsieur qui vient vers nous, il est l'ami de l'autre candidat, et puis il nous dit, bon, j'ai fait un logiciel, je vous ai choisi 1, 2, 3, et je voudrais que vous mobilisiez pour que les données. Est-ce qu'il n'y avait pas le risque de voir ce qui s'est passé entre la Russie et les États-Unis? Bon, là-bas, c'est une affaire de piratage informatique, mais de dire, Etrel allait peut-être servir les intérêts de votre ami. Bon, non, vous allez être surpris. En fait, la personne le candidat avec lequel j'avais le plus de proximité, c'est Joshua aussi. C'est avec lui que j'avais plus de proximité. Je rencontre le professeur Kamto vers la fin de la campagne, en vérité. Donc, je n'ai pas avec lui d'acquaintance. Non, mais vous avez dit tout à l'heure, je passe sous votre contrôle, que depuis 2013, vous travaillez déjà avec lui. Non, j'ai dit justement le contraire. J'ai dit que je n'ai pas participé ni financé à la campagne, donc je ne me sens pas aussi émotionnellement attaché à cette campagne qu'à la campagne de l'Union pour le changement où j'ai mis tout. Allons un peu avec l'action du MRC. J'aborde ce pan sous un autre angle. Alors, quelle est la lecture que vous faites de l'utilisation de la jeunesse dans les activités de la base, la brigade anti-sardinard à l'extérieur? Quelle est votre appréciation? Je dis bien l'utilisation de la jeunesse. Bien, je dois dire une chose, c'est que la jeunesse camerounaise se trouve dans une situation extrêmement difficile. C'est horriblement difficile. Je vais vous raconter, par exemple, nous, quand nous arrivions à l'université de Yaoundé, des élèves comme moi ont eu la bourse de 15 000 francs la première année, 25 000 la deuxième année, 35 000 la troisième année et 45 000 francs la quatrième année. Le mois. Il faut préciser le mois. Chaque mois. Parce que nous obtenions ça. Annuel. Et le repas était 100 francs. Et au plus méritant. C'était au méritant. Et on était quand même assez nombreux à avoir la bourse à l'époque. Hein. Et les chambres coûtaient 2 000 francs. C'est ça. Le mois. Et si vous étiez dans les mini-cités, bon, vous payez peut-être 3 000 à 4 000. Il y avait quelque chose qui était un peu cher, mais... Donc, restons sur la brigade anti-sardinard. C'est important. Ce que je dis nous aide à comprendre l'état d'esprit dans lequel les jeunes peuvent se trouver aujourd'hui et qui rend des choses possibles aujourd'hui qui n'étaient pas possibles hier. C'est-à-dire que la paupérisation extrême, non seulement de toute la société, mais également de la jeunesse, les rend aisément utilisable. C'est-à-dire que dans le nord du Cameroun, par exemple, recruter des gens dans Boko Haram, c'est d'autant plus facile qu'il y a de la misère, vous comprenez. Donc vous assimilez la base à Boko Haram? Non, c'est pas ce que je dis. Ce que je dis, c'est que là où il y a des difficultés énormes, quand nous allions à l'étranger, moi, mon père avait les moyens de payer mes études à l'étranger. Mais non, c'est important de comprendre. L'utilisation faite de la jeunesse. Oui, l'utilisation faite de la jeunesse dans le cadre des activités de la brigade anti-sardinard à l'extérieur. C'est ça ma question. Une utilisation n'est possible que dans un contexte donné. Et si vous ne comprenez pas le contexte... Nous sommes en 2018-2020. Mais oui, c'est dans ce contexte-là, vous avez des jeunes... Quelle est votre appréciation de cette utilisation? J'estime que des conditions sont créées qui rendent la vie des jeunes tellement difficile. La jeunesse a été bien utilisée ou elle a été mal utilisée? Elle a été instrumentalisée ou alors... Non, elle a été paupérisée par ce régime, les a mis dans la misère, et donc une fois que les gens sont dans des situations extrêmement difficiles... Nous sommes à l'extérieur du pays. Qui est à l'intérieur du pays? Nous sommes à l'extérieur du pays. J'ai bien dit la brigade. Attendez, ces gens-là... Son utilisation à l'extérieur du pays. Ou bien vous ne voulez pas répondre? Je vais répondre. Parce que moi je veux pouvoir évoluer et le temps nous tient la gorge. Ces gens-là partent de l'intérieur. Ah voilà.
Ces gens, ils partent de l'intérieur du pays pour aller à l'extérieur. Je vais percer. Il y a mon cadet Boris Berthold. Tout ce qu'il fait là, depuis avec cette instrumentalisation, des gens qui vont jeter la pierre sur la fenêtre du président de la République, et ainsi de suite, feindre des immolations, ainsi de suite. Vous trouvez que c'est tout à fait normal? Moi, personnellement, je n'aurais pas fait ça, mais j'estime que l'état de frustration dans lequel ils sont peut expliquer. Pourquoi vous ne l'auriez pas fait? Parce que je ne suis pas passé par le désert pour aller en Europe. Parce que quand je vais en Europe, moi, dans mon cas, j'ai la possibilité de revenir dans mon pays. Pour aller en Europe? Non, je parle d'un contexte général, je ne parle pas des individus. Je veux dire qu'il y a un contexte qui crée un certain état d'esprit. C'est-à-dire que quand vous êtes rejeté par votre pays... Vous êtes au courant des dossiers qui tenaillent certains jeunes, c'est-à-dire ils font des chantages à certains ministres dont ils sont au courant de certains avantages qu'ils auraient investis en Europe et ainsi de suite, contre tout ce que vous pouvez imaginer. Vous êtes au courant de ces activités-là? Absolument. Ça veut dire que vous cautionnez? Comment ça je veux cautionner? Non, moi je ne cautionne pas le banditisme. Et c'est aussi ça la base. Est-ce que c'est une bonne utilisation? Bon, ça c'est... Vous voyez, vous catégorisez, vous prenez l'action d'une personne et vous appliquez à tout le monde. C'est un mouvement qui est reconnu être très proche de votre ami, le professeur Maurice Kamto d'ailleurs. Ce n'est plus un secret pour personne. Il y a des militaires qui ont tué des enfants à Gabou. Non, moi je ne parle pas de militaires, je parle de la base de ce parti du hold-up que vous avez encouragé et d'ailleurs auquel vous avez donné certains éléments pour qu'il puisse survivre. Vous ne pouvez pas prendre les actions perverses d'un individu et l'appliquer à toute une organisation. Moi, j'estime que si vous pensez... Vous doutez donc des accointances de la base avec le MRC? Non, c'est pas ça mon propos. Mon propos est que si vous pensez qu'il y a des gens dans la base qui ont des activités criminelles, alors vous condamnez ces personnes-là, mais pas toute la base. La base, il y a beaucoup de gens, je connais des personnes très responsables. Je comprends quand même que vous êtes un très grand soutien du hold-up et de l'instrumentalisation de la jeunesse dans la décapitation du pays. Ça, c'est vous qui le dites. Je ne pense pas qu'on instrumentalise les jeunes. On doit les éduquer, on doit donner le pouvoir de prendre des décisions par eux-mêmes. Et je soutiens, je veux vous dire, moi je pense que, et j'ai lu de vous, je ne crois pas au jeunisme, c'est-à-dire à cette notion que si on est jeune, on est bon. Mais je pense que les efforts que vous faites pour organiser la jeunesse est quelque chose d'extrêmement important parce que le plus tôt on commence à s'impliquer en politique, le mieux on peut. Bon, je suis content que vous me félicitiez, mais vous ne m'avez pas invité au C3. Pourtant, vous avez lu. Je vais vous inviter maintenant. Merci, l'invitation a été notée. Merci, Valet Bessala, d'être passé par ici. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Nous allons accueillir Alain Kanga dans un instant, le temps de prendre une question de confrère, une question seulement.